il faut comprendre le mindset, en fait. Bon, bonjour à tous, on va commencer, hein. Donc, la thématique, on va voir à peu près en 10 slides ce que c'est, enfin, pour moi, ma façon de voir les choses, hein. Ce n'est pas un cours magistral, c'est pour ça qu'on est parti sur un format qu'on appelle dans le jargon workshop. Donc, c'est plus de l'atelier. Donc, un atelier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui raconte sa façon de voir les choses, ses vécus, et je donne mes tips. C'est par rapport à ce que je sais. Et ce n'est pas une vraie vérité absolue, c'est ma façon de voir les choses. Et aussi, tout ce que je partage, en fait, ça vient de mon expérience personnelle, mes vécus. Okay? J'encourage les gens à lire, mais je suis un très mauvais lecteur, donc je lis genre un livre tous les 6 mois, et c'est pas assez. Enfin, quand je vois, il y en a d'autres qui font beaucoup plus. Je suis relativement, disons que je suis un mauvais lecteur. Donc, on va voir ça en quelques slides. Et moi, ce que je propose, c'est de commencer d'abord par me présenter rapidement. Donc, je suis Prosperin Tseloun. Je suis, enfin, on dit entrepreneur, mais c'est un grand mot. Mais en tout cas, je vis des entreprises. Okay? Je crée des entreprises et je suis ce qu'ils appellent un gérant salarié, peut-être on peut appeler ça. Et je vis de ça. Et c'est un peu aussi ma passion. Je crée des entreprises, je participe à des entreprises des autres, j'aide les gens à monter leur entreprise. C'est pour ça qu'ils disent business coach, c'est plus comment, bon, il y a des gens par exemple qui ont déjà des entreprises, comment optimiser, comment améliorer, parce que quand on a une entreprise, l'objectif en fait c'est de la rendre la plus performante possible. Okay? Donc voilà, je suis père de 2 enfants. En termes d'expérience, je suis issu du milieu financier à la base. Donc voilà, après 5 ans de cabinet comptable, audit, commissariat au compte et tout ça, j'en avais marre et je me suis lancé. J'ai lancé ma première entreprise en 2001. Je me suis cassé la gueule. Et puis j'ai repris les études. Et après, je me suis relancé. Bon, après, j'ai fait... actuellement, je suis connu plus dans les services, mais j'ai aussi des participations dans d'autres entreprises. Donc voilà. L'objectif de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est un peu comprendre c'est quoi les enjeux. Quand on fait du management à distance ou diriger à distance, c'est pas pareil comme quand on est là tous les jours, on se voit, on ressent ce que les gens font. Quand ils sont absents, on sait tout de suite. À distance, c'est un peu différent. Et l'avantage, c'est qu'on vit dans un ère en fait, qui a beaucoup évolué. Donc, quand on parle de management, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodes, il y a des façons de faire qu'on crée parfois ou quand on regarde les autres, comment ils font et on s'adapte. Et on essaie d'avoir des solutions et après, on va parler des bonnes pratiques dans le cadre du groupe Kentia parce que c'est ce que je connais le plus. Donc voilà. Pourquoi diriger à distance? En fait, on est dans un monde actuellement, disons, mondialisé. Okay? Aujourd'hui, vous connaissez sûrement les BPO, call center et tout ça. Quand on achète quelque chose chez Amazon, disons, prenons un exemple et on fait de la pub pour Amazon, mais bon, quand on achète quelque chose et qu'on a un souci, on passe un coup de fil. Et la personne qui répond, en fait, on ne sait jamais. Il peut être à Maurice, en Inde, en Afrique, à Madagascar, Maroc et tout ça. Et donc, dans ce genre de choses, ça devient à la mode. Parce que ce qu'on fait, en fait, on essaie pour optimiser les coûts, que le management à distance se fait de plus en plus, c'est que pour optimiser les coûts, tout le monde essaie de chercher des main-d'œuvre lointains. Donc voilà, je suis ici. Moi, j'ai une équipe à Madagascar, par exemple, tout en me basant à Hambourg, en Allemagne. Et les gens qui font mes vidéos, mes visuels et tout ça, j'en ai un au Cameroun, à Yaoundé, et j'en ai un autre au Togo. Donc, le monde actuel fait que tout ça est possible. Après, on paie les gens à travers des PayPal ou quelque chose du genre. Les talents, en fait, ne sont pas forcément dans un seul endroit. Quand on parle, par exemple, de tout ce qui est IT,
c'est difficile de battre les Indiens. Ce sont les numéros 1, c'est pas moi qui le dis. Quand on google, ils sont numéro 1. Ils savent faire ça. Quand on parle de Odoo, il y a des gens qui créent des applications en plus de ce qui existe déjà. Et le champion aujourd'hui, c'est en Inde. Et c'est pas pour rien que parmi tous les pays qui existent aujourd'hui, Odoo a fait une extension en Inde. Donc voilà. Chercher les talents dans une zone spécifique, c'est ça aussi qui fait que le management à distance devient de plus en plus intéressant vers tout ça pour optimiser les coûts, pour trouver les meilleurs talents, pour parfois aussi c'est la mode. Ah ouais, je prends mes trucs à tel endroit, ça fait vendre, hein, ça rassure les clients. Donc voilà, c'est comme quand on achète une voiture, quand on achète une allemande, ça rassure plus que, je suis désolé, qu'une française. Donc, disons, je n'ai pas osé comparer deux continents, mais bon, voilà. Donc après, aussi, c'est une question de flexibilité, agilité. Tout ça, on a connu tous que la Covid, il y a 5 ans de cela, c'était violent. Mais qu'est-ce qui a permis à tout le monde d'être résilient, de pouvoir continuer? C'est à cause du travail à distance. On a commencé à faire des... comment ils appellent ça quand on travaille depuis la maison? Télétravail. Ouais, home office. Mais bon, maintenant, il y a des entreprises qui travaillent complètement en remote parce qu'ils ont trouvé que c'est possible. Donc voilà, bon, l'exemple que je porte, j'ai dit, c'est ce que je fais. Donc moi, je suis à Madagascar, genre, ça dépend, mais disons en moyenne entre 4 à 6 fois par an, à coût de 1 à 2 semaines par passage. Donc pour 52 semaines, c'est pas beaucoup. Mais les choses fonctionnent. Les défis, au fait, quand on fait du management à distance, bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas simple. J'ai relevé, bien sûr, vous allez me dire, après, il y a plein d'autres problèmes, mais disons, les challenges que j'ai trouvés, en fait, c'est la perte. En fait, ce qui fait une entreprise, c'est les discussions de tous les jours. Okay? Parfois, on discute, on part sur un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, et ça crée une nouvelle idée. Quand la nouvelle idée est là, on commence à formaliser, on creuse et on crée de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de faire, des méthodes et tout ça. Et tout ça, c'est vrai que dans les management à distance, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas, pourquoi on ne déjeune pas ensemble aujourd'hui, on s'assoit et bon, on a 1 heure et demie où on commence à développer des choses. C'est tout ça, en fait, qui manque. Deuxième chose, c'est le suivi aussi. En fait, sans indicateur, c'est très compliqué. Bon, aujourd'hui, on parle de KPI et tout ça. Il faut avoir des indicateurs pour pouvoir avancer, au fait, dans tout ce qui est suivi de nos activités. Le suivi principal, c'est la trésorerie. Est-ce qu'il y a de l'argent dans la caisse? Quand la fin du mois s'approche, comme maintenant, on commence à se poser des questions. Il faut payer le loyer, les salaires, les connectivités, tout ce qui vient, toutes les charges. La plupart du temps, il y a des échanges qui est généralement la fin du mois. Et ça, c'est compliqué, en fait. C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un œil. Il faut avoir en tête. Ça, c'est ce que je dis, en fait, parce que quand il y a des gens, en fait, qui me disent, écoute, on a un problème, moi, je dis, OK, c'est quoi, en fait, votre charge fixe mensuelle? Okay? Si les gens n'arrivent pas à répondre alors qu'ils ont une entreprise, ça devient difficile. Parce que ça, c'est la base. Chaque mois, on doit savoir, OK, si j'ai une charge fixe de 1 000 euros, de 2 000 euros, de 5 000 euros, ce n'est pas le montant ou la quantité qui est importante, c'est savoir et d'être sûr. On doit être sûr que ce soit disponible avant que la fin du mois arrive. Parce qu'après, bon, ici, c'est vrai qu'à Madagascar, on est dans un environnement où les pénalités, les retards et tout ça sont encore acceptés. Okay? Dans d'autres, disons, zones géographiques, comme si je prends l'exemple de l'Allemagne, s'il y a le manunk, comme ils disent, les relances et tout ça, si ça arrive et qu'on ne paie pas à temps et que voilà, l'agent de recouvrement vient, il n'y a pas d'argent dans la caisse, tu peux être
comment dire, déclarer faillite, incapacité de faire. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand ça arrive, ben, on ferme boutique. Okay? Donc, indicateur par rapport aux finances, indicateur parce que quand on fait une entreprise, il faut qu'on ait aussi un plan. Okay? Je vais vendre combien chaque mois. On a des objectifs. Okay? On a un plan de développement. Si on fait 100, ben, l'idée c'est de passer à 120, 130 dans les mois qui suivent. Parce que si on reste à 100, on stagne. Et après, on est bouffé par les 10% comment dire, d'évolution de la coût de la vie. La fameuse inflation, effectivement. Donc, c'est tout ça, et tout ça, en fait, c'est parfois difficile, en fait, parce que si on n'a pas un outil, généralement, les gens, ils se rendent compte trop tard, genre après 3 mois, après 6 mois, et c'est très difficile de remonter la pente. Par contre, quand on est présent, ça va plus vite. Quand on ne vend pas, on sent avec l'équipe, quand on fait des points hebdo, on demande le nombre de prospections, enfin les qualités de prospecter et des prospects aussi, le nombre de ventes, les volumes, mais surtout aussi le prix, tout ce qui est recette, c'est plus facile quand on est là. Mais quoique, c'est toujours possible. Troisième point, c'est le risque d'isolement. Une équipe, en fait, quand il se sent seul, il ne se sent pas aidé, c'est très dangereux. Parce qu'il se tourne parfois il perd l'intérêt de l'entreprise, du travail. Et je ne dis pas que tout est toujours rose. Depuis 2000, on a mis pas mal de gens en remote, 100%, parce que, ah ouais, j'ai un enfant, ça m'arrange. Et quand on envoie, parfois on se rend compte qu'après 3 mois, ben, elle n'a rien foutu. Okay? Et ça, c'est très difficile. Si elle était au bureau, ça aurait été plus facile. Mais comme elle n'y est pas, et c'est pour ça que avoir des outils de suivi, tout ça, c'est toujours très important. Dernière chose, c'est les différences culturelles et les fuseaux horaires. Aujourd'hui, ici, par exemple, à Tana, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui... Bonjour. Vous allez nous rejoindre? Oui. Ben, allez-y. Prenez place. Hein. Vous avez déjà les paiements avec vous? Paiement? Oui. C'est 100 € la participation. Je crois qu'il voulait le billet. Vous n'êtes pas sérieux là? Bon, bienvenue. Merci. On a juste commencé récemment. Donc, comme je disais, il y a des différences culturelles qui sont aussi parfois compliquées. La façon de parler aux gens. Je sais, nous par exemple, nous Malgaches, avant de faire un truc, on tourne en rond d'abord avant d'aller. Ouais. Non. Alors qu'en Europe, tac, voilà, dire non, c'est toujours très difficile. Donc ça prend aussi du temps, parce qu'il faut amener l'équipe à être dans notre philosophie, et surtout la gestion du temps. Quand je suis à déplacement, par exemple, je trouve déjà, quand je suis en Allemagne, bon ça va, on a 1 heure de différence, mais quand je me déplace, soit aux États-Unis, soit au Japon, là ça devient autre chose. On a tout de suite 8 heures. Et quand j'ai fini ma journée, je vais aller au lit à 23h, à minuit. Ben ici, ils sont 8h du matin. Donc, si j'ai un truc urgent à faire passer dans la journée, il faut que je prenne le temps de discuter avec eux, genre à minuit ou à 1h du matin, ce genre de choses. En fait, c'est pas toujours facile. Mais ça fonctionne. Pour preuve, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes, en fait, qui font qui délocalisent tout ce qui est... je ne sais pas, des travaux comment ils appellent ça, assistance virtuelle. À Madagascar, il y a des gens qui font de la comptabilité canadienne parce que c'est un système anglo-saxon, mais facile à apprendre, surtout du côté de Québec et tout ça, qui sont francophones. Ça nous facilite la vie et tout ça fait en sorte que, ce sont des preuves que ça peut quand même fonctionner. Un peu compliqué parce qu'on doit ajuster certaines choses, mais ça fonctionne. Pour nous, chez Kentia, en fait, moi, il y a 2 choses en fait, que je retiens et que j'aimerais partager avec vous. C'est que, bien sûr, on ne va pas parler avec les 50 personnes chaque semaine. Parce que quand on commence à discuter avec un manager, ça prend généralement 1 heure. Okay?
on a mis des formats de quoi on parle. Parce que ce n'est pas un freestyle. Ok? Quand on vient, bon, bien sûr, l'introduction, c'est toujours est-ce que tu vas bien, ok? Et la famille et tout ça, parce que ça a un impact sur le travail. Si son enfant est malade, bien sûr, la personne ne peut pas être concentrée. C'est tout à fait normal. Okay? La tête est toujours là-bas et je préfère que les gens, quand ils ont un problème, ils se lèvent, ils rentrent chez eux, que de rester au bureau. Ça ne sert à rien. Deuxième chose, c'est que le style de management aussi chez nous, c'est plus dans les résultats. Donc on ne piste pas les gens. Chez nous, en fait, on a des badges, mais ce n'est pas pour, pas badge, mais le fingerprint, comment ça s'appelle, empreinte digitale. Mais ce n'est pas pour savoir à quelle heure il est venu. Mais ça rentre dans le salaire parce qu'on a un système de repas, ticket repas. C'est-à-dire quand la personne est présente. Quand la personne est présente, il a son ticket repas de la journée. Même s'il travaille, mais il travaille depuis chez lui, ben, le ticket saute. C'est comme ça le système. Donc ça nous permet quand même de les encourager à venir, même si on a un système de home office, de télétravail. On est assez souple sur ça. Et ouais, comme je disais, en fait, par semaine, quand on fait la visio, on a déjà un format, en fait, c'est une espèce de checklist. Hein, okay? Je commence toujours par la trésor. Combien on a en banque, combien on a en caisse. Combien on a dans tous les outils MVO, la Orange Money, Airtel Money, tout ça, pour savoir où est-ce qu'on en est, si on n'est pas encore mal. Donc ça, la température de l'équipe, est-ce que l'équipe est toujours motivée, qu'est-ce qui se passe, okay? Après, les plans de la semaine, qu'est-ce qui devait être fait la semaine prochaine, est-ce que ça a été fait ou pas, okay? Après, on passe à la prochaine semaine. Si c'est fait, c'est bien. Comment on fait pour le next step? Si c'est pas fait, ben pourquoi? Et on essaie de ajuster certaines choses et d'en discuter. Et après, pour la semaine prochaine, et puis on laisse toujours un petit temps en dernier pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Ne serait-ce que partir en vacances, faire des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas été prévues dans notre plan d'action depuis le début de l'année. Ça, je fais sur 52 sur 52. Donc, bien sûr, quand la personne n'est pas là, il y a toujours un intérim. Et je fais la réunion avec l'intérim. Je sais qu'un intérim n'a pas les mêmes informations que la personne qui tient le poste de manière générale, mais je sais toujours parce que, voilà, si la personne est amenée un jour à ne pas être là, ben, il faut que l'intérim soit prêt. Okay? Et ça doit être pareil aussi pour moi. Si je rentre ce soir, l'avion tombe, bon, avec les vieilles appareils d'Air France, il ne faut pas que la société s'arrête. Il faut que ça continue. Donc c'est ça, anticiper toujours. Important. Donc voilà un petit visio qu'on fait soit sur WhatsApp, soit sur FaceTime, enfin, généralement on utilise les deux. Et après plus ce qui est sur Auto. Les ventes, le nombre de prospects dans le CRM, enfin, des tas de petites choses qu'il faut suivre en fait chaque semaine. Et voilà, en 1 heure, on arrive à faire le tour et à être prêt pour la semaine. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Qu'est-ce que c'est Kentia? Bon, nous en gros, en fait, c'est ça. Kentia, le mot carrément? Bah non, pas le mot, mais qu'est-ce que vous faites? Okay. En fait, pas eu le temps de lire. Nous, on fait ce qu'on appelle des services aux entreprises. Donc, c'est quoi l'idée à la base? En fait, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs, surtout au moment des démarrages, parce que les entreprises sont amenées à évoluer. Et pour moi, une entreprise qui nous quitte, c'est une réussite. Parce que l'idée, au fait, quand les gens viennent, ils créent leur entreprise. Après, on fait aussi d'autres services comme on offre des bureaux, si on regarde un peu ici, tout ce qui est démarrage, on fait les démarches administratives de création, on offre des possibilités de domicilier son entreprise chez nous. On a aussi des espaces de coworking. Okay? Donc après, les gens ils commencent à
conseil et on tient aussi la comptabilité parfois pour certaines sociétés. Ça, il y a de plus en plus. Et quand on tient la comptabilité, les gens demandent aussi généralement la RH. Donc on fait beaucoup de RH, recrutement, mais surtout gestion de paie. Et après, on fait, ça c'est un peu cette partie, après on offre des solutions presque, c'est pas encore 100% digitalisé, mais tout ce qu'on fait pour les clients, en fait, c'est à travers Odoo. Donc on leur donne un accès, ils voient ce qui se passe, leur comptabilité, au fur et à mesure qu'on fasse entrer les données, ils peuvent voir en temps réel. Donc voilà. Sinon, on fait aussi de la formation. On en fait, ça c'était un peu par hasard parce que c'était pas dans le pipeline au début, mais c'est à force de discuter avec les gens nous faisaient des demandes et moi j'ai dit juste, on essaie d'abord et j'aimerais avoir un retour sur la qualité. Et après on a fini et en 2014 on a fini par monter notre entreprise de formation qui est toujours là. Et on fait du marketing aussi. En fait, c'était notre... Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vivre l'expérience de ce qu'on fait. Donc, Kentia, jusqu'en 2019 ou 2019, tous nos trucs marketing, en fait, ont été externalisés chez Taralil. Donc un jour, après, la boîte à qui on a tout confié, a dit, ah, bon, la patronne, en fait, a eu une très belle opportunité. Elle voulait fermer la boîte. On s'est dit, bah, où est-ce qu'ils vont, en fait, les gens qui travaillent là? En fait, la solution la plus simple, c'est d'avoir racheté la boîte. Donc j'ai racheté la boîte avec les gens qui étaient dedans et c'est devenu une partie de notre société. C'est comme ça qu'on a fait. Sinon, Kentia, c'est pour la petite histoire, en fait, en 2006, comme toi, j'étais là, allez, je rentre parce que je regardais un peu, j'ai fait mes études à Paris, et je regardais un peu aux alentours. Moi, je me dis, la plupart de ce que j'aimerais faire, en fait, je ne peux pas le faire parce qu'il y a des gens qui le font déjà 1000 fois meilleur que moi. J'ai dit, bon, écoute, déjà, j'ai pas la peau qu'il faut, ok? J'ai pas l'expérience, j'ai pas le nom. J'ai dit, bon, en fait, le plus simple, c'est qu'il y a un marché qui est quasiment vierge, Mada. Donc, moi, j'ai dit, dans le temps, c'était FTHM. Ils sont toujours là. Après, on n'est pas sur les mêmes niches, hein, mais moi, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là. Et c'est comme ça que je suis rentré en 2006 pour monter Kentia. Et au moment où je voulais monter la boîte, en fait, le nom dans ma tête, c'était Elite. Je ne sais pas pourquoi. Et bon, heureusement, je l'aurais recruté, je pense, parce que Elite, ça fait un peu... Je ne sais pas. Ouais. Et puis, il y avait Elite GSM. Moi, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas... Et entre-temps, j'ai été amené à voir un ami au Japon. Et dans ma chambre d'hôtel, il y avait un palmier. C'est un peu comme ça. Hein. Et il y avait une étiquette en fait sur le palmier, le nom du palmier, et ça s'appelle Kentia. Moi j'ai dit tiens, c'est comme une question en fait, c'est comme Kentia, si on parle anglais. Et c'est comme ça, j'en ai parlé à quelqu'un dans l'hôtel, une américaine qui travaille pour une ONG. Parce que quand on est dans l'hôtel, en fait, on est seul, on s'ennuie. Et on parle parfois avec des inconnus, on s'échange. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, ça sonne bien. Moi, j'ai dit, bon, c'est validé alors. On prend ce nom. Et c'est comme ça. Ça va jusqu'ici? Oui. Vous pouvez me tutoyer, pas de souci. Donc, tu as parlé des résultats sur les tâches là. Bon, on parle encore de le premier sujet. Hein, Parce que moi, j'essaie de faire ça à Madagascar et c'est compliqué. Hein, parce que bon, j'ai essayé de mettre un indicateur, un truc pour indiquer combien tu as fait aujourd'hui. Mais c'est compliqué, c'est jamais juste. Vous êtes dans quel domaine? Je suis dans le tourisme, donc bon, ouais. opérateur. Ok. Et puis bon, il y a aussi le côté hôtel. C'est compliqué. Il y a beaucoup trop de détails dans le tourisme. Vraiment pour mesurer, pour avoir un indicateur, tu as fait combien dans cette demande, t'es où Checklist?
On a fait une petite liste. Et vraiment, j'essaie maintenant de trouver un. D'abord pour mettre dans la tête de mes collaborateurs qu'il faut un indicateur, une clé pour mesurer. Et ça, c'est déjà très compliqué. Ouais. En fait, on peut pas. Première règle, c'est qu'on ne peut pas forcer les choses. Ça, d'un. Il faut toujours partir du principe que pour pouvoir bien faire, il faut l'adhésion de tout le monde. Parce que c'est ça, en fait, le challenge de la digitalisation. On en a fait des outils. Hein. Avant d'arriver chez Odoo, on a utilisé Trello il y a très longtemps. Rien à faire. On a mis en place Asana. Rien à faire. On a fait des tas de choses. Slack. Après, on est parti sur la comptabilité d'abord, des choses simples. Et on avait beaucoup de papiers, checklist. Et au fur et à mesure, en fait, quand je leur ai dit, tu sais, le papier là, si on met dans le système, ça peut fonctionner. On a fait des tests et ils commençaient à aimer ça. Je pense que le temps aussi peut-être joue un rôle parce que les gens n'étaient pas encore prêts en 2017-2018. Il fallait l'électrochoc du Covid. Mais après, ça marche. Dans les voyages, en fait, moi, je pense que l'indicateur premier, c'est... Parce qu'il y a un circuit, en fait, si on prend ça rapidement, c'est... Comment on vend les voyages? On ne fait pas... viens, on ne fait pas de prospection. C'est impossible. Parce que on ne peut pas prospecter 8 milliards de personnes. Okay? Ce qu'on fait, en fait, c'est mettre en place une vitrine. Et c'est les gens qui viennent chez nous. Okay? Les gens, ils regardent dans les sites web, ils regardent dans les réseaux sociaux. C'est un peu différent. Parce que nous, on travaille B2B, c'est pas B2C. Ben, dans le B2B, il faut faire des prospections. Non, puisqu'on travaille déjà avec des opérateurs en Europe, aux États-Unis. Et c'est eux qui font tout ce qui est prospection. Qui vous donnent déjà les clients. Donc, quand le client est là et après, c'est là que ça stagne. Oui. Non, mais déjà pour faire tout ce qui est préparation, opération, tout ça. Donc il y a déjà un truc en amont et puis après, En amont, oui. en amont, et c'est ça, bon, j'ai du mal jusqu'à maintenant à trouver des indicateurs, mesures. Faudrait peut-être partager aussi les bonnes pratiques avec les gens qui sont dans votre domaine. Okay? Parce que, en fait, le truc, c'est qu'on est concurrent quand on est sur le marché, mais dans l'amélioration interne, on doit être complémentaire. Mais à Madagascar, la digitalisation, surtout, c'est pas encore tout à fait très cool. Tout est encore manuel. Et puis, est-ce que vous avez mis en place des KPI Mais c'est ça la difficulté. Là. Parce qu'il faut avoir quoi mesurer. Ouais. Puisque tu peux mettre KPI plein partout, mais c'est qu'est-ce ça. que tu vas mesurer? En fait, on ne doit pas tout mesurer d'abord. Parce qu'il faut que ça aille petit à petit. Donc, il faut partir du principe quels sont les éléments les plus importants. En fait, qu'est-ce qui est important? Le plus important, en fait, c'est que le client soit répondu à temps. Ça d'abord, qu'il ait sa réponse. Deuxième chose, c'est que par rapport au devis, par rapport à la proposition, ce qu'elle accepte. Hein, voilà. Et après ça, l'organisation. Donc à chaque étape, il faut voir des KPI 2 ou 3 maximum, parce que si vous bombardez les gens qui n'ont jamais été habitués avec des multiples choses, ça ne marche pas. Donc il faut y aller vraiment petit à petit. Le taux de conversion, en fait, le plus important, c'est que déjà, suivre le taux. S'il y a 10 demandes, combien ont accepté? Est-ce que chaque mois, on garde le même rythme? Et surtout, c'est l'étude de satisfaction client. C'est-à-dire que, à ce moment déjà, s'il accepte, on demande à la fin s'il a été satisfait ou pas de son circuit, qu'est-ce qu'il aimerait encore améliorer. S'il y en a 2-3 questions, hein, parce que si vous envoyez 50 questions, les gens ne vont jamais répondre. Deuxième chose, c'est que les gens qui ont dit non, poser des questions très simples. Pourquoi? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est le timing? Ou il y a carrément autre chose et ils remplissent?
Ok, on continue un peu. Au fait, moi j'aimerais partager quelques outils. Au fait, je dis outils indispensables, mais bon, ça dépend. Pour moi, c'est indispensable. Mais je les ai regroupés en quatre. Tout d'abord, c'est l'outil de collaboration. Nous, ce qu'on utilise, enfin, pas dans toutes les sociétés, parce que vous savez, maintenant en Europe, il y a les protections des données. Donc, il y a certains groupes ou sociétés européennes qui n'acceptent pas Google. On doit travailler sur Microsoft. Donc, c'est pour ça qu'on a, soit pour certaines sociétés, on est sur Google Workspace, qui nous facilite les choses pour les drives, je sais pas, les sheets et tout ça. Et puis, il y a le Google Sheet, je veux dire. Hein. Et puis, les mails. Donc, c'est un environnement, un petit environnement fermé qui est sympathique, mais qui n'est pas toujours accepté par les clients. Sinon, il y a le Microsoft 365 qu'on utilise aussi. Après, il y a le suivi des tâches. C'est là que ça commence à être intéressant. Pour nous, personnellement, on est sur Odoo. Donc, on peut faire aussi des checklists manuelles. Hein. Mais quand on est à distance, on ne peut pas voir le papier. Donc, il faut que la personne dise, OK, si je prends un exemple, il y a 4 clients dans le pipe, donc il met ça dans le CRM, qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Peut-être dire au client, tiens, on a bien reçu, on peut aussi automatiser ça, on a bien reçu votre demande, on les traite, vous aurez une proposition d'ici 48 ou 72 heures, ça dépend. Okay? Après, si vous avez des questions, vous revenez vers le client. Après, est-ce que après 48 heures ou 72 heures, ça a vraiment été envoyé? Bien sûr, quand c'est prêt, il faut que quelqu'un valide. Vérification, parce que sinon, on risque d'envoyer n'importe quoi. Vérification, et après, on attend la réponse du client. On lui propose de discuter parfois. Maintenant, avant, en fait, quand on commande un voyage, c'est tsac à l'Internet. Maintenant, tout le monde propose des discussions, soit via WhatsApp, soit via autre chose, parce que les gens ont compris que parfois, il y a pas mal de questions à répondre avant pour que les clients, en fait, comprennent aussi le prix. Parce que le prix, parfois, on se dit pourquoi c'est tel, alors qu'il y a beaucoup de travail derrière, parfois, il faut qu'ils comprennent. Donc voilà, on fait ce qu'ils appellent les gestions de projet, le timesheet, c'est ça aussi. Parfois, on piste pour faire telle activité, il clique, et quand il a fini, il clique, on sait à peu près, bon, quand on rédige un contrat, ça prend 3 heures par exemple. Bon, maintenant, ça va diminuer un peu peut-être avec ChatGPT, mais il faut faire très très attention parce que, ouais, on fait des recrutements. Je reçois des très belles lettres de motivation. Donc, arrivé l'entretien, moi j'ai dit, c'est super, hein, j'ai surligné les 3 éléments importants dans la lettre. Moi, j'ai dit, quels sont les 3 éléments en fait, que vous avez mis? Allez, bon, dégage. C'est pas bon. Et là, ça ne le fait pas du tout. Bon, il faut quand même avoir un minimum de présence d'esprit. Au moins, si ça a été fait par ChatGPT ou DeepSeek ou je ne sais pas quoi, que tu saches qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais bon, vous êtes du côté des entrepreneurs, mais c'est compliqué parfois. Mais bon, ça c'est soit des anecdotes, mais voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent encore très long, hein, et ça fonctionne très bien. Nous, on n'a pas réussi. En termes de reporting, nous, on a ce qu'ils appellent des dashboards, tableaux de bord. Okay? On a une partie de nos sociétés, parce qu'en fait, dans tout ça, on est à peu près sur 13 sociétés, et on n'utilise pas tous les mêmes outils. Odoo, presque partout, mais il y a encore d'autres sociétés qui ont des Google, les Data Studio par exemple, on a laissé comme ça, s'ils aiment ça, bon, pas de souci. Et en termes de communication interne, comme je disais, on utilise beaucoup WhatsApp et FaceTime et email. Quoique moi, j'aime pas trop les mails, mais bon. C'est compliqué parce qu'après, il faut toujours regarder. Ouais. L'email, bon, ça garde quand même, il y a la trace. Hein. Oui. Parce que nous, c'est très important la trace, puisque bon, on envoie un truc
clients et puis ils ont dit non, on n'a jamais reçu ça si on fait par WhatsApp alors que par email, dès qu'il y a quelque chose, donc vous avez vu, vous avez reçu l'email. Mais aujourd'hui, on peut mettre tout ça dans des ERP, que ce soit Odoo, que ce soit... Parce qu'au fait, comment ça se passe quand on a un CRM? Bon, et après, je ne vais pas faire la pub de tous les CRM qui existent, mais il y a beaucoup d'outils maintenant, de CRM, pas forcément Odoo, hein, mais d'autres Odoo, en fait, comme il fait tout, il ne peut pas être performant partout, ça c'est clair. Okay? Mais il y a des outils comme Dolibar qui sont plus poussés. Et qui permet, au fait, c'est un open source aussi, en fait, qui permet, au fait, d'avoir tous les canaux, en fait, quand on a, sauf le téléphone, bien sûr, la voix, on ne peut pas, mais tout ce qui est écrit, par exemple, on peut rattacher là, il écrit sur WhatsApp, c'est tout de suite rattaché au client, à telle date, il a écrit ça, à tel numéro. Il écrit sur Messenger, c'est là. Il envoie un mail, c'est là, et ça permet en fait d'avoir une historique. Je clique client X et on sait tous les échanges qu'on a eu avec lui et nos réponses aussi. C'est pour ça que le monde actuel est quand même beaucoup mieux qu'il y a 25 ans, 30 ans. Hein. C'est beaucoup plus sympa quand même. Ok? Pour nous, en fait, nous on est plus sur Odoo, comme je disais, on utilise Timesheet pour le consultant, mais aussi on utilise les clics comme des, comment on appelle ça, des checklists, mais en ligne. Ça va, madame? Très bien. Vous êtes dans quel domaine? Dans le textile. Textile. Ok. Ah, c'est cool ça. Zone franche? Non, pas vraiment. Ok. Mais local? On a des usines, oui. On produit tout ici. Et vous exportez ou ça reste ici? En France et aux États-Unis. Et vous ne payez pas d'impôts pour la France, mais pour les États-Unis, comment vous faites? On passe par la France. Ah, d'accord. Donc, du coup, attention, Trump est là. Hein. Ça peut tout changer. Non, c'est pas encore appliqué. C'est mis en pause. Okay. C'est comme ça aussi que les Chinois ils font avec les Vietnamiens. Au lieu de passer Chine direct, ils font Vietnam et puis comme ça, vous taxent. Ok. Et vous? On est dans le même domaine. Ok. Ah, d'accord. De la même entreprise. Ok. C'est quoi le nom? Annecy, textile. Ah, ouais. J'ai déjà entendu parler de ça. Vous êtes membre de la CCFM, non? Non, on a ouvert récemment ici. On était en Europe avant. Ok. Ouais, c'est une filiale? Ouais. Ok. Ah, donc, du coup, vous ne payez pas de toute façon. Une filiale qui envoie sa mère? Oui, à Chine. Enfin, on paye à un moment donné. Ok. Ok. Des questions sur ça? Donc, vous avez choisi Odoo, peut-être s'asseoir un peu. J'ai pas envie de faire une pub pour Odoo. Non, c'est pas pub, hein. C'est pas pub, mais bon, on est là pour partager. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas pub. Et puis moi, avant de choisir Odoo, j'ai fait 5 ou 6. Bon, j'ai trouvé que Odoo, c'est la meilleure pour l'instant. Ok. Mais vous avez fait vous-même alors, c'est eux qui ont fait la formation nous, on a... Oh, ça c'est... Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des noms, je préfère non, parce qu'il y a leurs concurrents qui sont ici aussi, ou il y a des gens avec qui on a travaillé. Donc, en tout cas, nous, on est allé voir un grand cabinet au début. Je suis désolé, je n'ai pas envie de donner le nom parce qu'après, ça devient compliqué. Ça coûte cher, hein. On l'a fait, je pense que dans le temps, le budget c'était 10 000 ou quelque chose comme ça, euros. Donc on l'a fait. Et après, on n'a pas été très satisfait. On s'est orienté vers un autre cabinet local, plus petit, qui nous a aidés à déployer. Après, on a eu des problèmes de retard. On est allé voir un troisième cabinet. On s'est dit, bon, écoute, tous ces cabinets, enfin, le deuxième n'était pas partenaire, le premier partenaire, le troisième partenaire. Donc on a fait, toujours pas satisfait, et on a monté une équipe. C'est le plus simple.
On a monté une équipe à l'interne, on les a envoyés à formation et c'est eux qui développent à l'interne. Et à un moment, on avait l'ambition de créer carrément, d'être un concurrent de nos fournisseurs. Mais on a beaucoup hésité et du coup, c'est encore en suspens. On avait déjà presque tout prêt, hein, le nom, les logos, tout. La société était créée, hein, mais bon, pour le moment, c'est une coque vide. Et voilà. C'est intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal maintenant qui commencent à... Ouais, mais bon, après la question, est-ce qu'on va continuer à développer nos trucs à l'interne ou on va faire pour des clients externes? Moi, je pense que Odoo, en fait, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce que chaque module, chaque chose. Ouais. Donc, avec nous, aujourd'hui, on a à peu près 15 systèmes en ligne à la date d'aujourd'hui. Si chacun coûte aux alentours de, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros, vous imaginez. Donc, c'est pour ça que moi, je ne sais pas si on va ouvrir aux gens, mais en tout cas, pour le moment, on cuisine nos recettes à l'interne. Ouais. Parce que j'ai eu 4 maintenant, c'est le 5e. Ouais. Et parfois, on a envie de s'arracher les cheveux. On ne peut pas non plus se battre et courir toujours derrière les gens, ça fatigue. Ouais. C'est time consuming, c'est l'énergie. Ouais. Donc, bon, ça c'est quelques points. Moi j'ai dit la méthode groupe Kentia, mais ce n'est pas une grande méthode, c'est plus qu'on applique généralement. C'est, voilà, première des choses, c'est quand on est dans une démarche au fait de management ou de gérer une équipe à distance, pour moi il y a 5 points qui sont importants. Le premier des points, c'est clarifier les rôles et les responsabilités. Parce que, comme je disais, les gens à distance, on ne les voit pas tous les jours. Donc, il faut que ce soit, bon, bien sûr, ça ne va pas être à 100%, mais il faut que ce soit autant que possible, comme on dit. On fait des efforts pour que ce soit le plus clair possible. Qui fait quoi, comment, et c'est qui a la responsabilité de quoi, et qui rend compte à qui. Voilà. Ça d'un. Deuxième chose, c'est avoir des reportings simples. Nous, en fait, dans notre culture, on aime les trucs compliqués. Ça c'est de manière générale. Quand on demande, moi, je demandais à mon controlling au début, fais-moi un tableau de reporting. Ça lui a pris un mois. Moi, j'ai dit, ouais, le tableau, il est encore en train de le faire. Il m'a envoyé un truc, une machine à gaz. C'est pas possible. 50 onglets. Moi, j'ai dit non. Partons toujours du plus simple. C'est quoi notre objectif? Quels sont les indicateurs qui nous intéressent le plus, au fait? 3, 4. Et après, remonter ça. Et quel élément on peut avoir? Qu'est-ce qui nous intéresse et améliorer petit à petit. Mais sans un reporting simple, c'est un reporting déjà prend 3 jours à monter, c'est que c'est pas un bon signe. Okay? Donc, mais le reporting doit être un truc rapide et régulier. Fin du mois, on boucle la comptabilité, on boucle les activités. Et bien, si le 5, on n'a pas encore du reporting, c'est qu'il y a un problème. Okay? On doit savoir combien on a consommé de tissus, combien on a consommé de fils, combien on a payé en main-d'œuvre, combien en fait on a sorti de produits finis. Ça doit être, vous, comme vous êtes une filiale d'une entreprise européenne, je pense que vous n'avez pas un souci de tout ça. Ça doit être déjà en place. Troisième point, c'est instaurer des points hebdomadaires, comme on a dit tout à l'heure, toujours. Okay. Moi, je pense que il n'y a pas une seule semaine où je n'ai pas fait de points hebdo depuis 2009. Ça n'existe pas. Même quand je suis en vacances, même quand je suis dans l'avion, toujours. Okay. Je me connecte et je paie un peu, même si l'Internet est pourri, mais bon. Et le plus cher possible. L'Internet le plus cher, c'est dans l'avion. Ouais, très très cher, mais bon, parfois, il faut optimiser le temps parce que 11 heures, si on ne fait rien, c'est pas bon. Ouais. Donc voilà, avec chaque responsable, après c'est à vous de voir, parce que on n'a que 20 heures aussi dans la semaine. Hein. Donc il ne faut pas passer plus de 25% de son temps à parler. Il faut que ça soit optimisé à chaque fois.
Et quatrième point, c'est automatiser les processus. Ça, c'est toujours intéressant. Comment on fait que les choses se fassent de manière automatique. Tout ce qu'on peut automatiser, c'est là qu'entre en jeu, en fait, tout ce qui est Odoo, tout ce qui est autre CRM. Odoo, ce n'est pas le seul CRM qui existe. Bon, la plupart des grandes entreprises ici, je pense, c'est SAP, plutôt. Et voilà. Et à la fin, c'est comment cultiver, en fait, cette culture de transparence et de confiance. Moi, je pars toujours du principe que j'ai confiance en quelqu'un. Toujours, dès le début. Mais après, dès qu'il y a un truc... Même moi, je recrute très lentement, comme je dis. Très, très lentement, parce que le processus est complexe, mais après, je vire vite. Et nous, on préfère payer, parce qu'en fait, il y a toujours la partie législation. C'est-à-dire que quand on vire quelqu'un et qu'il n'a pas fait de faute d'ordre, machin, je sais pas, c'est un abus, machin. Je préfère être un abus et payer ce que je dois comme réparation, comme voilà, que de garder quelqu'un à qui j'ai pas confiance. À partir du moment où la confiance est rompue, on désactive tout, mail, tout, et la personne n'a plus accès au bureau. Voilà. Et je sais que nous, en fait, aussi, c'est pour ça, peut-être, quand je regarde la plupart des grandes entreprises, ils font appel à des étrangers pour la gestion. Parce que nous, en fait, on réfléchit beaucoup et on a beaucoup d'état d'âme. Et dans le business, parfois, je ne dis pas qu'on doit tous devenir des gorilles demain matin et ce n'est pas ça l'objectif, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Okay? À partir du moment où il y a un mensonge, il y a un mensonge, sonnette d'alarme, 2 sur le champ. Personne n'est irremplaçable, même nous aujourd'hui, on voit ça, surtout aux États-Unis. Quand le chef, même s'il a créé la société, quand il n'est pas bon, on le vire. Steve Jobs a été viré de Apple. Okay? Maintenant, ils essaient de virer Elon Musk. Et ça se fait. Okay? Pourquoi? Parce que à partir du moment où la personne, en fait, ne sert pas à l'intérêt du collectif, il devient un danger. Et c'est pareil dans tous les sens. Que ce soit au niveau du haut, au niveau du bas, au niveau des clients, au niveau des fournisseurs, au niveau des partenaires. C'est comme ça. Si on n'a pas confiance en sa banque, ferme le compte tout de suite, passe à une autre banque. Salarié, pareil. Fournisseur, pareil. Client, pareil. Quand le client ne respecte pas certaines choses et qu'on qualifie de flagrant, il faut rompre, même si ça fait toujours mal de perdre une partie de nos CA, je sais. Ça fait très mal, hein. Mais on le fait. Parce que nous, chez nous, on est esclaves. La plupart des gens, ils mentent. Là, c'est compliqué, puisque nous, par exemple, dans le tourisme, on a investi dans la formation, donc un chauffeur guide, il connaît toutes les régions, tout, on a investi. Et il ment, on le vire, il est difficile de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et c'est ça le danger, en fait. C'est ça, donc on ferme les yeux sur ça. Ah, mais si vous fermez les yeux, c'est vous encourager tous les autres, en fait. Oui. Parce que, lui, il a fait, on n'a rien fait. Tous les autres, on dit, c'est la fête au village, alors. Et ça devient compliqué. Tellement on a investi, on l'a formé, on a fait tout. Et puis le virer, et puis chercher à nouveau, et le former de nouveau, et puis surtout le service client, puisque si on vend seulement, si on est on vend des cahiers, des trucs comme ça va, on peut changer. Mais la formation... Je sais, c'est dur. C'est dur, et c'est pour ça qu'on ferme la plupart du temps. C'est dur. En fait, c'est une des choses que je raconte toujours aux gens qui veulent investir à Madagascar, c'est que il y a beaucoup de choses positives. Hein. Le personnel est facile à former, les charges sont relativement gérables. C'est vrai que quand on fait des comparaisons, le coût de l'énergie, le coût de la connectivité, c'est un peu cher, mais bon, le terrain est relativement pas cher. On vit quand même bien, il fait chaud, voilà. Mais après, on a d'autres problèmes, la corruption, l'embouteillage. Parfois, l'énergie n'est pas toujours présente, mais surtout, au niveau personnel, en fait, malgré tout, le prix n'est pas énorme.
Mais le taux de rotation est quand même hyper haut parce que les gens ne sont pas loyaux. Les gens quittent, au fait, à partir du moment où il y a 10% de plus, à côté, ils partent. Et c'est pas simple. Okay? Bon, là, cette étude de cas, je pense qu'on va sauter parce que on est un peu à la bourre. Moi, je suis plus l'étude de cas, juste pour le point, vous pouvez voir chez vous, c'est que moi j'ai dit, la problématique quand on est sur des multisites, au fait, où il y a des gens par-ci, par-là, la problématique, au fait, c'est toujours, voilà, comment en fait faire en sorte que tout ça soit connecté, okay? Et comment on fait en sorte qu'il y a un workflow dans la façon de travailler, que quand ça quitte ici, c'est comme dans les usines, hein, là on voit très bien, c'est complètement difficile de le faire à deux endroits différents. Bon, ils le font pour les avions, mais bon, ça c'est autre chose, parce que les avions, les pneus sont là-bas, les coques sont là-bas, les ailes sont là-bas, et on essaie de mettre sur un seul lieu. Mais bon, solution, en fait, c'est avoir un ERP. Ça, c'est une solution que je dis comme ça, mais ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un ERP qu'on ne peut pas avancer. Ce n'est pas vrai. On peut toujours avancer. Mais disons que ça rend la vie plus facile. Okay? Recrutement d'un chef digital officer, c'est toujours important aussi. Parce que sans ça, on a du mal. Maintenant, et la culture aussi, les gens, pour faire des trucs simples, parfois ils n'y arrivent pas. Parfois, on fait des entretiens, la vidéo ne fonctionne pas. Très difficile. Parfois, ça ne fonctionne pas non plus, mais dans la plupart du cas, les gens ne savent pas comment faire. Et ce n'est pas leur faute, ce n'est pas notre culture, en fait. Okay? Suivi mensuel des performances, ça, en multisite, en fait, c'est que chaque unité est considérée comme une entreprise parfois, et ça, c'est pas toujours simple. En termes de bonnes pratiques, moi, il y a 4 points. Donc, tout d'abord, avoir des indicateurs clairs, comme on a dit. Bon, madame a dit que ce n'est pas toujours simple, mais moi, je pense qu'il faut partir, il y a une démarche, en fait, et bon, on ne va pas en faire toute une formation comme ça, mais pour simplifier, c'est qu'il faut partir de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut mesurer, en fait. Okay? Et si on sait qu'est-ce qu'on veut mesurer, parce que c'est l'élément le plus important pour nous, ben, il faut savoir, en fait, quel élément nous permet de mesurer ça, et on prend ça comme indicateur de base dans un premier temps. 2-3 indicateurs suffisent pour chaque élément, en fait, pour chaque pôle que vous voulez vérifier. La vente, par exemple. Si je prends la vente, l'indicateur, c'est simple, hein, aussi, par exemple, si on est dans le B2B, combien de prospects on fait ou combien de prospects on a traités, les retours clients. Combien de pourcents ont accepté? Ceux qui n'ont pas accepté, pourquoi? Okay? Ça peut être à votre niveau, ça peut être aussi la marge du partenaire. Si ici on essaie de serrer les vis et que les partenaires, boum, ils font de oui, il nous reste 5 minutes. Il nous faut une petite marge, il faut, en fait, les gens prennent beaucoup de marge, là-bas, ça devient compliqué. Okay? Célébrer les petites victoires. Ça, même à distance, il faut toujours faire. Toujours, toujours, toujours. Nous, à chaque fois qu'on a un marché, une cloche. On gagne un marché, la cloche sonne, ça doit être systématique. Et féliciter les gens, remercier les gens. Systématiquement. On n'a pas besoin d'être là. Ça peut se faire par un message avec un petit smiley. Il y a plusieurs manières. Organiser des temps d'échange informels. Parce qu'il y a les réunions hebdo parfois, par mois, une fois par mois, je prends le temps de discuter plus longtemps avec les gens. Pour parler d'autre chose que le travail. Pour comprendre un peu ce qu'ils font. Quand je passe, j'essaie de dîner, déjeuner avec certains en one-to-one. Et ça permet d'avoir, parce que la température de l'équipe, en fait, on ne peut pas savoir. De loin, c'est très difficile. Il faut que quelqu'un raconte ce qui se passe vraiment et comment il voit les choses, les yeux dans les yeux.
Offrir une visibilité claire sur les priorités, ça c'est toujours important. C'est 5 points, on donne 5 points, généralement aucun des 5 n'est fini. Si on dit voilà 5, il faut juste faire le premier, c'est le plus important. Si vous finissez ça, essayez de faire les 4 autres. Généralement, on avance bien. Ça, c'est une question plutôt fou. Moi, j'ai dit, c'est quoi, qu'est-ce que vous utilisez? C'est quoi les difficultés? Et est-ce qu'il y a des opportunités? Moi, je voulais faire ça en groupe, mais bon, là, on est déjà viré. Donc, c'est plus une question pour l'autoréflexion. Okay? Sinon, si vous avez encore des questions, c'est peut-être le moment. Non, pas de questions, c'est 2 choses. Soit on est complètement à côté de la plaque, soit c'était clair. Donc, mais c'est pas assez de temps pour discuter, c'est ça. Oui, je sais, parce qu'ils ont mis sur 1 heure pour en parler d'un truc aussi. On a commencé aussi tard. Hein. Beaucoup. On a commencé à 17. Donc, moi, en fait, pour conclure, c'est peut-être 3 choses. Moi, je pense que, comme j'écris là, diriger à distance, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est plus une opportunité, moi je pense. Ça dépend du domaine du secteur. Ouais. J'ai pris beaucoup de temps. Hein. Moi, j'ai monté la boîte en 2009, 18 août 2009, dans ma cuisine. J'ai invité mes associés, en PFLO, hein. J'étais en PFLO dans le temps. Et après, quand on a avancé, en 2014, j'ai décidé de partir. Moi, j'ai dit, bon, je vais amener mes enfants ailleurs. Tout fonctionne ici. Et voilà, mais je me suis posé des milliers de questions, comme tout le monde. Est-ce que ça va marcher? Bon, jusqu'à maintenant, je croise les doigts, touche du bois. Ça fonctionne. La technologie est un levier. C'est pas une finalité. En fait, c'est pas un objectif. On ne doit pas forcément avoir la technologie. Mais si ça existe et qu'on est à l'aise avec, pourquoi pas? Mais je ne pense pas que ce soit la seule solution possible. La seule solution, en fait, c'est d'être auprès de votre équipe. Ça, c'est la meilleure solution, si on est capable de le faire. Et dernier point, c'est qu'avec des méthodes, avec la rigueur et un peu d'humanité, il faut toujours se rappeler, nos collaborateurs, ce sont des humains. Okay? Donc, il faut les traiter comme des humains et ça fonctionnera. Ben, sur ce, mesdames et messieurs, merci. Je vous remercie tous et bonne chance pour la suite. Vous aussi. Bonne journée.